Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires en pleine pandémie et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 5e épisode de Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, 5e épisode, 5 janvier, premier épisode de l'année. Donc on commence ça en force. Tristan, comment ça va? Bonne année premièrement. Bonne année! Crime. On s'est parlé souvent, on se l'est dit, mais on se le dit officiellement sur le podcast. On se le dit, donc c'est enregistré. Exact. Personne ne peut dire qu'on se l'est pas dit. Succès, bonheur, tout ce que tu veux, plein de martinis, plein de nouveaux gins à essayer. Ouais! Tout ce que tu veux. Beaucoup de gin, beaucoup de martinis, beaucoup de discussions de 5 à 7 intéressantes comme on a su le faire depuis le début. C'est ce que je nous souhaite pour 2021. Exact. D'ailleurs, parlant de gin, je pense que tu as une nouvelle recette toi, pour aujourd'hui. On commence ça en force. Ouais, je pense que c'est ça. On a comme pas mal la façon de faire d'avoir chacun notre recette à toutes les semaines. Donc cette semaine, c'est moi. Aujourd'hui, un petit martini forestier. Un peu différent, avec le gin, la Radun de la microdistillerie O'Dwyer, j'espère que je prononce ça bien. J'espère que c'est pas O'Dwyer. Non, c'est O'Dwyer. Non, c'est O'Dwyer, c'est ça, de Gaspé. Vraiment intéressant, un gin aux champignons. Il est fait avec 4 champignons sauvages, dont la chanterelle. Fait que vraiment intéressant, mélangé avec un vermouth très classique, avec de la glace et des bonnes vieilles olives. J'ai pas encore été plus loin dans mon expérience avec les martinis. J'ai pas remplacé les bonnes vieilles olives avec les noyaux. Donc avec des olives noyautées. Noyauté, ouais, comme on se disait l'autre fois, moi j'ai moyen de me payer des noyaux apparemment. Fait que Pour moi, là, tu vois, j'ai encore mon martini. En fait, je l'ai refait avec le Tundra que j'avais déjà parlé. Pour vrai, il est vraiment délicieux ce gin. Toujours avec mes olives mes olives de classe moyenne. Mais on a eu, ma blonde et moi, les beaux-parents nous ont donné un petit paquet de olives et olives. Puis il y a 2 paquets d'olives là-dedans. Un avec des piments, mais qui ont de l'air plus fancy, puis un autre au citron, si je me trompe pas. ouais. Quand je vais les ouvrir, je vais les essayer. Je pense que tu les connais. Oui, mais en fait, tu m'as envoyé la photo de ça quand tu les as reçus, puis je suis tellement un consommateur convaincu. Écoutez, si je sais pas, si jamais les propriétaires d'olives et olives nous écoutent, écrivez-nous. J'adore vraiment ces produits-là. Puis moi, au citron, c'est très bon, mais davantage, là, ils ont une olive farcie à l'anchois, c'est malade. Là. J'ai comme pas d'autres mots, là, c'est extraordinaire. Puis pour vrai, dans un martini, ça doit être le summum d'une expérience avec le petit goût salé de l'anchois. Là. Ça doit être extraordinaire. Mais oui, vraiment des beaux produits. Puis ton gin, le Radun, il goûte-tu boisé un peu? Ben, c'est boisé, mais c'est vraiment c'est spécial. Puis tu sais, c'est ça, c'est fait avec 4 champignons, comme je disais tantôt. C'est pas aussi herbacé que les gins vont avoir habituellement comme saveur. Tu sais, quand mettons, je sais que toi t'aimes bien le Bombay. Qui est bon, tu sais, qui est quand même herbacé. Le Tundra aussi, il y a beaucoup d'herbes. Je l'ai reçu, moi, en cadeau à Noël, justement. Je pense qu'on a parlé au dernier podcast. Puis, tu sais, je voyais vraiment, il y a beaucoup d'herbes dedans aussi, puis ça goûte, là. C'est herbacé. Le Radun, c'est différent. Il y a un goût de gin, mais il y a quelque chose de plus, je sais pas, légumes dedans. Tu sais, je dirais pas champignons, mais je dirais comme légumes. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment très bon. Pour vrai. Puis Radun, en passant, parce que ça a l'air d'un drôle de mot avec une drôle de connotation, mais c'est un mot un peu slang pour les gens de Gaspé qui veut dire rat des dunes. Au rat des dunes. Font, à la Radoune. Ça veut dire rat des dunes. Tu m'en apprends une. Oui, vraiment. Ouais, ben, je me demandais d'où ça venait parce que ils ont tous des noms assez particuliers, les dunes, souvent. Fait que eux, Radoune, c'est rat des dunes. Ah, ben, Colin, on va garder ça dans le petit livre, on va le savoir. Ouais. C'est moins niaiseux, ça. Puis écoute, j'ai vu qu'ils avaient même fait une version de leur gin vieilli en fût de chêne. Fait que ça, je me promets de mettre la main là-dessus prochainement. Je sais pas où est-ce que c'est en vente, là, mais je sais qu'ils font ça.
Mais si je me trompe pas, beaucoup de compagnies qui font du scotch ont commencé en faisant du gin parce que justement ça se fait souvent en fût de chêne, puis je pense que le scotch aussi. Fait que je me semble que j'avais déjà entendu ça, là, je sais pas si je me trompe ou quoi, mais quelqu'un m'avait déjà parlé de ça, qu'il y a beaucoup de compagnies québécoises qui font du gin maintenant. Éventuellement, dans quelques années, vont peut-être se lancer dans le scotch. Ah ouais, ok, intéressant. Je sais que Circa à Montréal le fait. Ça, parce que j'ai visité leur installation là, écoute, pour XY raison, il y a quelques années, là, c'est un autre dossier, là, mais j'avais visité, puis eux faisaient de la vodka, du gin, puis ils avaient commencé, là, leur scotch était en fait en train de vieillir. Il était entreposé dans des fûts de chêne, justement, là, puis attendait d'être mis en bouteille. Puis je pense que, justement, si je me trompe pas, cette année ou l'année dernière, ils l'ont mis en vente, ce produit-là. OK. Ben, tu sais, écoute, je te dis ça, ma compétence en scotch, tu sais, j'aime bien ça, mais ça reste pas mal de surface. On pourrait même dire que j'ai un effet Dunning-Kruger. Oh! Oh, t'as-tu vu la plug, en Quelle fait? belle façon de faire un pont vers notre sujet d'aujourd'hui, j'adore ça. Exactement, j'ai sauté sur l'occasion. Fait que vous avez deviné, en fait, aujourd'hui, dans notre épisode 5, ce qu'on va vous parler, qui est assez fréquent, en fait, dans le monde du travail et un peu partout, en fait, c'est l'effet Dunning-Kruger et son opposé, si on veut, le syndrome de l'imposteur. Donc, ça va être ça notre sujet d'aujourd'hui. Je pense que plusieurs vont probablement se reconnaître, souhaitons-le, plus dans un que dans l'autre. Oui. Puis si vous, ben, en fait, si vous reconnaissez dans l'autre, ben, peut-être que ça va être une prise de conscience qui va vous permettre de justement améliorer un peu votre sort. Donc, Tristan, je te laisse enchaîner là-dessus. L'effet Dunning-Kruger. Parle-nous-en. Ouais, ben écoute, c'est en fait, j'allais dire le syndrome, c'est le syndrome de l'imposteur, mais en fait, Dunning-Kruger, ils appellent ça l'effet Dunning-Kruger. Fait que c'est vraiment d'avoir une personne qui a l'impression d'être surqualifiée ou très qualifiée dans un domaine où elle exerce, où elle travaille, quand en fin de compte, elle ne l'est pas vraiment. C'est d'avoir l'impression d'être à la bonne place, d'être à la bonne chaise, d'exceller, d'avoir toutes les compétences requises, mais dans les faits, de ne pas l'avoir. Puis ce que j'ai le goût de te dire dans ça, c'est qu'on a tous probablement déjà eu une expérience dans nos milieux de travail où on a côtoyé des gens qui étaient dans un poste et qui le méritaient à notre sens, selon notre opinion, vraiment pas. Parce que justement, il était un peu dans ce genre de paradigme-là, j'ai le goût de te dire, d'avoir l'impression d'être surqualifié ou à tout le moins qualifié, juste d'avoir l'impression d'être pas qualifié. nécessairement tout le temps juste surqualifié, c'est vraiment d'avoir l'impression que, ben, de surestimer tes compétences. Exactement. Maintenant. Exactement. Puis de pas l'être. Puis, tu sais, j'en ai croisé au moins pas des centaines, là. Tu sais, avec l'expérience de travail que j'ai eu au fil des années, c'est pas des centaines de personnes que j'ai côtoyées avec lesquelles j'ai eu cette expérience-là, cette impression-là. Mais il y en a eu quelques-unes. Puis, tu sais, surtout dans le domaine des ventes. Écoute, je sais pas si tu peux te comparer à moi par rapport à ça ou identifier la même chose, mais dans les ventes, c'est quelque chose qu'on voit quand même plus régulièrement. Ouais, ben souvent aussi, moi j'ai vu beaucoup des gens, tu sais, mettons, à des postes de directeur de vente ou des choses comme ça tu sais, qui avaient pas vraiment d'expérience de terrain souvent, puis qui prenaient des décisions, tu sais, pour tout le monde, mais comme sans vraiment avoir de qualification requise pour. En fait, tu sais, l'effet de Dunning-Kruger, c'est comme tu dis, c'est que justement, tu penses que t'es compétent, fait que dans le fond, tu restes toujours en surface. Fait que tu creuses jamais vraiment sur rien pour approfondir une connaissance parce que tu as l'impression que tu connais déjà beaucoup sur le sujet. Puis ça, pas juste dans les ventes, tu sais, je suis beaucoup de groupes de marketing, puis ceux qui ont qui ont cet effet-là, mettons, de Dunning-Kruger, on les reconnaît tout de suite. Là, c'est tout le temps ceux qui vont... quelqu'un va poser une question dans un groupe, mettons, de marketing, puis ces personnes-là vont juste répondre de quoi en surface, puis dès qu'ils se font comme renchérir, ben là, ils répondent plus. C'est silence radio, parce que probablement qu'ils savent pas vraiment quoi répondre, puis ils veulent juste essayer de montrer qu'ils ont la compétence de répondre puis se faire voir puis avoir de la visibilité pour espérer peut-être des fois décrocher des mandats ou montrer qu'ils sont meilleurs que les autres, mais en bout de ligne, tu sais, quand tu arrives dans le plus technique puis
plus stratégie, ces choses-là, ben là, tu sais, sont pas présents, mettons. Non, puis Puis c'est souvent les mêmes qui reviennent. Tu sais, t'es vois tout le temps, là, ils commentent quelque chose, puis tu te dis, Colin, tu sais, comme on n'est pas dupe, mettons. Là, on le sait que dans le fond, tu connais pas grand-chose, c'est une évidence ce que tu commentes, puis souvent, ils commentent des choses dans le fond qui amènent pas vraiment plus loin dans la discussion. Là, ouais, puis tu sais, un des symptômes, écoute, j'allais dire symptômes, mais en fait, je vais dire le mot symptôme, là, mais un des symptômes ou en termes de traits de caractère, je dirais, de ces personnes-là, c'est souvent qu'il y a une absence de remise en question. Ouais. C'est qu'ils vont vraiment, tu sais, puis tu viens de bien l'exprimer, ils vont dire quelque chose tout de go, ils vont répondre à une question, mais sans même vraiment réfléchir, sans même y penser, sans même creuser un peu puis se dire c'est-tu vraiment la bonne chose à dire ou c'est-tu dans la position dans laquelle je suis, si mettons justement je suis directeur ou dans un poste justement, peu importe le poste de direction où est-ce que tu es, est-ce que c'est la bonne chose à dire? Est-ce que c'est la bonne chose à dire pour inspirer, aider, amener mon équipe à aller à un autre niveau, à s'améliorer? Ces gens-là vont pas avoir ce réflexe-là de se remettre en question. C'est ça, il n'y a pas vraiment d'introspection dans le fond qui est faite, c'est my way or the highway. Là, c'est moi j'ai la réponse, c'est moi qui le sais, puis c'est un peu. Ben, je veux pas nécessairement relier ça avec un genre de power trip, là, mais c'est vraiment que la personne, elle pense qu'elle a toutes les qualifications pour faire ce qu'elle fait, puis finalement, être un peu... dès qu'elle se fait challenger, ben, tu démasques rapidement, dans le fond, ces gens-là. Là, j'en ai vu des directeurs, justement, des ventes, là, que t'étais comme Colin, comment il a fait pour monter aussi haut que ça. Dans le fond, il n'y a aucune compétence. Là, c'était vraiment... Dans le fond, il y a des compétences de vendeur, probablement, pour se rendre jusque-là, dans le fond, pour aveugler, dans le fond, la personne qui a donné le poste. Là. Mais rendu là, ça faisait pitié. Là. J'en ai vu souvent. Mettons. Ouais, puis c'est un peu curieux, en fait, de comprendre ou de chercher à comprendre qu'est-ce qui amène ça, parce que des fois, on a l'impression que ça vient de la personne elle-même, c'est-à-dire que elle-même, elle est un peu, tu sais, j'imagine qu'il y a quelque chose d'un peu narcissique dans le comportement ou de, tu sais, d'être déjà un peu imbu de toi-même pour avoir ce trait de caractère-là ou cette attitude-là. Mais en même temps, il y a des gens qui se retrouvent tu sais, ça peut aller d'un bord comme de l'autre, là. Tu sais, justement, quelqu'un va avoir été un bon vendeur, va avoir excellé dans son domaine, avoir eu des résultats extraordinaires, puis il va s'être justement fait donner la promotion de devenir directeur, de prendre les rênes d'un département ou d'une équipe de vente. Puis, il y a deux choses. Soit il va avoir Dunning-Kruger, donc il va penser qu'il est là parce qu'il mérite, il est extraordinaire, puis il y a tout ce qu'il fallait pour répondre aux critères du poste dans lequel il a pris ses fonctions, ou il va aller complètement de l'autre côté. Il va s'en aller vers le syndrome de l'imposteur, puis il va pas comprendre les raisons pour lesquelles il est là, puis il va juste chercher constamment à un peu se tasser de ça ou à renvoyer le succès ou tout ce qui se passe sur les autres autour de lui. Là. Il y a vraiment... c'est comme si t'arrivais devant un choix de deux portes, là, ou genre la pilule rouge ou la pilule bleue, là, dans certains cas. Ouais. En fait, c'est que moins t'as de connaissances dans le sujet, plus t'as de la confiance, mettons. Ouais. Parce que justement, le peu de connaissances que t'as, ben tu t'as comme un biais cognitif de dire, ben dans le fond, tu sais, t'as pas le réflexe de dire, je vais pousser ça un petit peu plus loin, mettons, pour voir est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond, tu sais, est-ce qu'il y a est-ce que je peux approfondir cette connaissance-là ou quelque chose comme ça, tu te satisfais dans le fond de ta connaissance. Puis dans le fond, tu penses que c'est ça qui est comme la vérité. Tu sais, j'avais vu, un moment donné, je travaillais avec une partenaire d'affaires, si tu veux, puis elle faisait des formations sur la publicité Facebook, mettons, puis sur les choses Facebook. Okay. Elle m'avait partagé un moment donné ses accès pour voir sa formation. Puis elle avait beaucoup de succès, là, tu sais, il y avait beaucoup de monde qui achetait ses trucs, mais j'écoutais la formation, puis j'étais comme, mais tu sais, tu dis des affaires comme si, mettons, c'était la vérité absolue, mettons, tu sais, mettons, tel type de campagne, fais jamais ça, c'est pas bon, tel type d'objectif, tu sais, pour ceux qui connaissent un peu la pub Facebook, des fois, il y a des objectifs de portée, puis de trafic, ces choses-là. Bref, elle parlait des campagnes exemple de portée. Ben, fais jamais ça, c'est pas bon, pis nanana, tu sais, pis c'était comme tranché que c'était ça, mais tu sais, dans le fond, sans plus approfondir de pourquoi c'est pas bon. Puis la vérité, c'est que c'est pas vrai que c'est pas tout le temps bon, tu sais. Des fois, c'est bon de faire ce genre de campagne-là. Fait qu'elle faisait des statements de même, puis j'écoutais ça, puis j'étais comme, OK, mais dans le fond,
est pas bonne. Ouais. C'est plate à dire, mais comme, il y a du monde qui achète ça parce que c'est une bonne vendeuse, mais en bout de ligne, Elle a réussi à capter une audience quand même, là. C'est ça qui est assez c'est du vent ce incroyable. qu'elle dit, puis tu sais, comme, tu rentres, tu sais, mettons n'importe quel client qui magasinerait un peu ou qui, tu sais, qui s'informerait ailleurs, ou qui s'intéresserait à ça lui-même, ben, il se rendrait compte que, ben, tu sais, dans le fond, ce que tu dis, c'est, oui, il y a du vrai, mais comme, c'est pas tout blanc ou tout noir, là. Exact. Il y a des, moi, avec le recul, tu sais, je me rends compte, tu sais, je lis plein de livres, je lis beaucoup de livres souvent, tout ça, puis tu sais, on se rend compte des fois qu'on lit des livres qui ont été écrits par des personnes, exemple sur le succès en entreprise ou sur peu importe, le succès en affaires, la réussite, name it, là, le succès financier dans la bourse, tout ça. Mais en fait, c'est des gens pour qui le succès est venu après avoir écrit leur livre. Ils ont écrit un livre Ouais. sur le succès, puis c'est ce qui les a mis riches, dans le fond. C'est le livre qui les a mis riches, au contraire, en fait, de leurs accomplissements, parce qu'il n'y en avait pas vraiment. Fait que, tu sais, ils se sont convaincus qu'ils étaient extraordinaires dans un domaine, ils se sont convaincus qu'ils étaient légitimes, en fait, d'écrire un livre là-dessus. Mais en fait, il n'y avait pas vraiment les connaissances, mais ils ont réussi à vendre leur pitch, à vendre leur salade à un éditeur, puis par le fait même à vendre leur salade et leur pitch à une audience, à des lecteurs qui lisent le livre, puis qui embarquent là-dedans. Ouais, parce qu'il y en a tellement. Tu sais, mais même affaire avec les coachs d'affaires, les Oui, coachs de. On en a déjà parlé de ça, mais tu sais, les coachs de vie, ces choses-là, ou pas juste les coachs de vie, mais mettons coach en entreprise ou tu sais, mettons les investisseurs immobiliers. Là, tu sais, il y en a plein des groupes au Québec là, d'investisseurs et tout ça. Puis tu sais, quelqu'un réussit à faire un flip d'une maison, mettons, tu sais, puis ça a été un succès, soit par la chance ou peu importe, là, tu sais, qu'il a bien fait, ben, tu sais, il pense que c'est le kingpin du flip, là, tu sais, puis que là, il peut donner des formations, puis que, tu sais, fait qu'il y en a souvent de ça, puis l'affaire, c'est que c'est dangereux un peu, cette chose-là, parce qu'il y a des gens, justement, qui tombent dans le panneau, puis qui ouais. achètent ces choses-là, puis tu sais, qui font confiance à ça. Fait que t'as tout plein de monde erroné, mettons, tu sais, qui font dans le fond, pas nécessairement la bonne chose, tu sais. Ouais. Fait que c'est à se méfier, dans le fond, Puis ça. il y en a des, des comportements de même aussi dans des histoires. Puis je vise personne, je vise aucune organisation. Il y en a eu des dizaines à travers l'histoire, mais des organisations un peu pyramidales, là, où les gens qui se mettent à recruter des personnes en dessous d'elles à des niveaux, tu sais, parce que là, ils veulent avoir des personnes en dessous d'elles pour être au niveau supérieur et tout ça. Puis là, ils font des assemblées où là, ils sont les meilleurs, ils ont vendu des produits, ils ont atteint tel niveau, ils ont eu beaucoup de retombées au niveau financier grâce à ça, puis tout ça. Mais en fait, ils maîtrisent pas vraiment ça dans quoi ils travaillent, ce qu'ils vendent, peu importe ce qu'ils font, mais ils font juste partie d'un système où ça roule, puis il y a de l'argent qui rentre, puis tu fais rentrer du monde en dessous de toi, puis c'est ça. Mais en fait, sont pas. Ça peut être une coiffeuse, ça peut être un avocat, ça peut être un enseignant, ça peut être name it, là, peu importe, mais ils embarquent dans ce genre d'organisation-là, où ils se mettent à vendre des packages, où ils se mettent à vendre un peu du rêve aussi, puis ils pensent qu'ils sont bons, mais en même temps, ils le sont pas du tout. C'est assez préoccupant. Ouais, quand même, en effet, parce que, je veux dire, ça montre un peu, tu sais, mettons que j'ai l'impression que ces gens-là ont pas l'intérêt, peut-être, de se former, justement, ou d'en apprendre un petit peu plus sur un sujet. Tu sais, c'est comme si, après avoir lu un livre sur le marketing, je suis comme, ben, tu sais, je suis Un un marketeur, pro, puis je suis prêt à je suis capable, moi aussi, puis etc. Tu sais, c'est ça. Puis ça avec, tu sais, je reviens là-dessus, j'en vois plein passer des pubs sur Facebook là, de monde qui dit la pub Facebook justement, tu sais, puis ils flashent des résultats puis des chiffres, mais complètement hors contexte, tu sais, puis c'est comme hey, faites affaire avec moi, je suis pro, puis etc. Hey, sérieux, tu sais, comme il y a beaucoup de choses que t'as pas nécessairement essayé, puis tu sais, c'est en tout cas, je trouve ça un peu dommageable là, parce qu'il y en a, tu sais, j'en ai vu là, passer là, du monde là, qui vendait qui mettait de l'avant la promotion pour des clients d'acheter des likes sur Facebook, genre. et là, Tu sais, c'est comme la pratique à ne pas faire, ben tu sais, non, d'acheter dans des click farms, dans des pays, tu sais, non, tu nous qui remontent. l'as assez bien exprimé d'ailleurs aussi parce qu'on s'était posé la question quand on a commencé à travailler ensemble.
Puis, Ben c'est ça, tu là, sais, tu veux tuer ton engagement, fais ça, tu sais, parce que en fait, c'est bien le fun, tu vas avoir une paire, mais tu sais, le monde est pas cave non plus, là, je veux dire, le plombier du coin qui a 100 000 likes, là, excuse, il y a quelque chose de, c'est pas il y a quelque normal. chose de bizarre là-dedans, là. Puis à chaque fois que tu publies quelque chose, t'as 2-3 réactions, puis 0 partage, 0 commentaire, tu sais, il y a quelque chose de louche, en tout cas, C'est pas naturel, il y a quelque chose qui sonne faux un peu dans tout ça. Parce que, en fait, tout ça, Dunning-Kruger, puis ça revient au stade, je me rappelle plus exactement c'est quoi le nom, là, mais tu sais, quand t'es inconscient, incompétent, incompétent, conscient, compétent, inconscient, puis compétent, conscient, là. On est vraiment dans ce... Tu te rappelles-tu c'est quoi le nom de ça? J'ai un blanc, là. Je me rappelle plus du nom de ça. Je sais que je l'ai vu en plus dernièrement quand j'avais pris un cours de... C'est pas Maslow. C'est-tu Maslow? Non, ça c'est la pyramide. Non, c'est pas Maslow, ça c'est les besoins fondamentaux. Ouais, c'est ça. Mais... Je me souviens plus. C'était quoi? Je l'ai vu en plus dans le cours de démarrage d'entreprise. Mais c'est les 4 stades quand même. Tu sais, je veux dire, sans savoir le nom exact de ça, c'est vraiment les 4 stades. T'es incompétent, inconscient, incompétent, conscient, compétent, inconscient, puis compétent, conscient. Puis clairement, Dunning-Kruger, c'est vraiment dans la braquette la plus basse, là, tu sais, là, dans le incompétent, inconscient. Là. Ouais, exactement. Tu veux pas te retrouver là. Tu veux pas te retrouver là. Tu veux sortir de l'eau plus vite. Ben oui, tu veux monter vers le, tu sais, c'est ça, tu veux monter vers le haut, tu veux t'élever, puis c'est ce qui nous amène un peu à parler de l'inverse, qui est complètement à l'opposé du spectre, qui est le syndrome de l'imposteur, où là, t'es vraiment dans un autre monde complètement au niveau mindset, là, là, ton état d'esprit est complètement différent. Là, c'est que t'es pas la personne qui pense être qualifiée puis qui l'est pas du tout, c'est que tu penses être la personne qui devrait pas être là. Ouais, exactement. Puis tu sais, juste pour conclure, mettons, sur Dunning-Kruger, tu sais, je me rappelle, moi, quand je me rappelle, en tout cas, mes parents m'ont dit, quand j'étais petit. OK. J'avais 3 ans, puis j'étais capable de passer à la tondeuse, tu sais. Ouais. Parce que j'avais vu, mettons, mon père faire, puis j'étais là, je suis capable, mais tu sais, ça, tu vois, c'est quand même comme extrapolé, mettons, c'est pas, mais tu sais, ça donne un petit exemple de ce que c'est. J'avais clairement pas les compétences de passer à la tondeuse, mais dans ma tête, j'étais capable. Ah, mais en fait, c'est intéressant que tu dises ça, parce que, tu vois, je pense que le premier effet Dunning-Kruger que tout le monde, tout être humain a, pour vrai, on l'a tout à l'enfance, une fois ou une autre. Parce qu'on a tout dit déjà quand on était jeune, je suis capable. À nos parents, ou à un prof, ou tu sais, t'es à la garderie, ou à l'école, puis là, tu dis, je suis capable, mais clairement, t'as jamais fait ça de ta vie, là. Tu sais, je veux dire, attacher tes lacets, t'es là, je suis capable. Puis là, clairement, t'es devant tes deux lacets, puis tu peux rien faire, là. Puis il y a quelqu'un qui te le fasse, là. C'est intéressant, ça part vraiment jeune, tu sais, mais c'est intéressant de voir à quel point il y en a pour qui ça dure longtemps. Tu sais, exemple, c'est drôle parce que je m'étais fait... on s'en était parlé un peu, mais j'ai fait un top 3, mais clairement, le président des États-Unis, qui va bientôt terminer son mandat, est l'exemple le plus probant et le plus... qui va rester pour des siècles et des siècles. Là, ça va être une légende de Dunning-Kruger, là, Donald Trump. Là. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas meilleur exemple en ce moment que ça pour définir l'effet Dunning-Kruger. Quelqu'un qui pense qu'il mérite d'être là, qui a les compétences requises pour être là, puis clairement, il les a pas. Puis même Donald Trump, en termes de ce qui est son histoire, puis ce qui l'a amené à être là au niveau du domaine des affaires, puis ses succès en entreprise, on peut se poser la question aussi. Là. Non, c'est ça. Tu sais, oui, il a fait de l'argent et tout. Puis, tu sais, il s'est dit, je suis capable de gérer des entreprises. Ben, le pays, c'est une grosse entreprise. Fait que je suis capable. Puis, mais, tu sais, c'est ça l'affaire. Tu sais, tu vois, on disait, je veux pas parler de politique, mais on disait, c'est quasiment dangereux. Ben, tu sais, il y a du monde qui ont voté pour lui, là, quand même. Puis, tu sais, on a vu ce que ça a fait pendant qu'il était là. Du monde, il y a eu des émeutes, il y a eu des, tu sais, c'est ça. Ouais. C'est pas parce que c'était une échelle pas mal plus haute, là, Comment? C'est pas parce que tu excelles dans le domaine des affaires, entre parenthèses ou entre guillemets, là, si tu veux, que tu vas exceller dans le domaine de la politique, là. Ça n'a aucun lien. Exact. Je pense que tu m'avais nommé aussi Guy Nantel. Oui, mais c'est tellement un bon exemple, pour vrai. Oui, c'est ça, on s'était fait un petit top 3, fait que oui, exact. Guy Nantel, quel bon exemple. Lui, il est un humoriste et tout, puis il fait beaucoup de... Il est bon, il connaît sa politique et
connaît sa politique, fait des vox pop, etc. Mais de là à dire qu'il peut avoir un parti puis être premier ministre, puis tu sais, c'est autre chose. Mais c'est complètement, puis surtout dans un système comme au Québec, tu sais, aux États-Unis, Donald Trump, il a juste exacerbé, si tu veux, les failles d'un système qui est un peu weird, là. Tu sais, il s'est retrouvé là avec aucune expérience politique, puis il aurait pas dû être là. Tu sais, ça n'a aucun sens. Au Québec, quelque chose comme ça pourrait pas vraiment arriver. T'as des échelons à monter, t'as tes preuves à faire, le système politique est complètement différent, mais tout ça pour dire que Guy Nantel s'est quand même essayé pour devenir le chef du Parti québécois, pas pour être premier ministre, c'était pas fait encore. Ouais, excuse, chef du Parti québécois, c'est vrai, mais éventuellement, peut-être... Non, mais son idée, c'était d'être premier ministre, là. On s'entend, là. C'était ça l'idée. Le endgame, c'était ça. Puis tu sais, oui, il fait des vox pop, son humour est vraiment axé sur la politique, mais ça fait pas de toi un politicien authentique, là. Tu sais, je veux dire, oui, ça fait quelqu'un... Mettons que tu te mets dans le scénario où est-ce que, en ce moment, c'est lui le premier ministre, je me demande bien comment il gère ça, la pandémie. Hey, t'imagines-tu s'il s'était retrouvé là-dedans? En fait, j'aime mieux pas imaginer, là, mais tu sais, c'est... Puis même, en fait, la CAQ s'est retrouvée là-dedans, un nouveau parti qui avait jamais été au pouvoir, puis qui se retrouve dans ce bain-là, dans ce dossier-là à gérer qui est absolument pas normal. Tu sais, je veux dire, c'est tout sauf la normalité. C'est de la politique courante, mettons. Ouais, exact. Non, fait que Guy Nantel, ça, c'est un autre Dunning-Kruger. Quand même assez intéressant, un beau spécimen à étudier, d'après moi. On va voir qu'est-ce qui va se passer après, là, mais intéressant. Puis sinon, top 3, j'avais fini ça avec... en fait, je vais y aller avec celui que j'avais émis comme idée, c'était Ron Burgundy. Les gens qui écoutent le podcast peuvent peut-être s'en rappeler. Anchorman, le célèbre chef d'antenne, Ron Burgundy dans Anchorman, qui est tout sauf un bon chef d'antenne, qui fait des niaiseries, des erreurs, qui est vraiment pas bon, mais qui pense qu'il est extraordinaire, là, puis il réussit quand même, justement, un peu à la Donald Trump, à élever sa personnalité au niveau de légende et de personnalité connue du monde des nouvelles à San Diego, mais qui est pourri, en fait, là, dans les faits, là, qui a aucune compétence. Hey, je sais même pas pourquoi on n'a pas pensé à lui. J'en ai un. C'est le summum. Je t'écoute. Ben, Michael Scott. Dans The Office. Oh mon Dieu. Ah, en plus, ça, c'est ton... Écoute, c'est ton petit plaisir coupable, ça, The Office, en plus. Oui, sérieux. Ben, mais pas même Michael Scott. Mais moi, je le trouve débile, mais tu sais, clairement, le gars, ben, en tout cas, c'est sûr que des fois, il réussit quand même à s'en sortir avec des... il fait des bons coups quand même, mais clairement, c'est pas un manager. Là. Il est tout le temps à faire des meetings pour des choses par rapport. C'est comme... il interrompt toute l'activité du bureau pour régler son problème personnel. En tout cas, il est clairement pas dans la bonne chaise. On va reprendre l'expression qu'on s'agrée, là. Il est pas dans la bonne chaise. Hein. Non, exactement. Je sais pas pourquoi on n'a pas pensé à lui en premier. En plus, je l'aime tellement, Michael. Oui, puis en plus, t'as reçu des petits cadeaux The Office tout ça à Noël. Puis, c'est vrai, j'ai mon petit livre Somehow I Manage. World. Le gars, il a même une tasse World's Best Boss. Là, ça te donne une idée comment quel gars il est confiant. Oui, à quel point il pense qu'il est le meilleur. Wow. C'est ça. Débile. Yes. Débile. Puis écoute, bonus, parce qu'on se parlait tantôt avant de commencer à enregistrer, je t'ai donné un autre exemple quand même assez cocasse, mais Simba dans Le Roi Lion, qui est un autre exemple assez criant et probant de l'effet Dunning-Kruger, qui pense qu'il a tout ce qu'il faut pour être un roi alors qu'il est jeune. Et Zazu le remet à sa place dans une chanson qui le bon vieux. Et c'est ça, la chanson qui me voit encore en tête, là. Extraordinaire. Fait que c'était un petit bonus numéro 4. Merci pour ça, Le Roi Lion, c'est délicieux comme ça. Merci d'avoir enseigné l'effet Dunning-Kruger, c'est extraordinaire. Yes. Fait que, tu sais, dans le fond, t'as comme abordé un peu la prochaine étape, là, tu sais, après, ben, pas après Dunning-Kruger, mais comme un peu l'inverse de ça. Ça serait ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. En fait. Puis là, quand on dit imposteur, c'est pas un vrai imposteur. Tu sais. En fait, l'imposteur, c'est souvent celui qui est dans l'effet Dunning-Kruger. Le syndrome de l'imposteur, c'est une toute autre chose. C'est, en fait, si on avait dit que Dunning-Kruger, c'est que moins tu as de connaissances, plus tu penses que tu es compétent. Mais le syndrome de l'imposteur, c'est que plus tu as de connaissances, plus tu penses que tu es incompétent, dans le fond. Parce qu'à chaque fois que tu... Comment? Même plus t'es bon.
Je sais pas comment dire Ouais, ça, plus mais t'es bon. plus genre tu réussis, plus t'as le goût de refuser que ça te revient complètement, cette réussite-là. Là. Ouais, c'est ça. T'attribues tout le temps tes succès, en fait, à d'autres choses externes qu'à toi-même. Ouais. Tu sais, mettons, t'as réussi à faire, je sais pas moi, mettons, tu fais une campagne de pub qui fonctionne super bien, puis euh, t'as beaucoup de ventes avec cette campagne-là, ben, tu sais, c'est pas tes connaissances nécessairement qui vont avoir fait ça, c'est plus un coup de chance, mettons. Ça va être ça que tu vas te dire quand t'as le syndrome de l'imposteur. T'as un poste de direction que tu sais, t'es vraiment qualifié pour vrai pour l'avoir et tout, mais tu comprends pas pourquoi que c'est toi qu'on a choisi. Tu te remets tout le temps en question, ben t'as le syndrome de l'imposteur. C'est quelque chose d'assez... en fait, c'est pas... puis je suis sûr que tout le monde qui nous écoute pratiquement a déjà subi ça dans sa vie. En fait, les études montrent que 70% des gens ont déjà souffert de ce syndrome-là dans leur vie. Moi-même, je lutte constamment contre ce syndrome de l'imposteur. Encore plus en étant partir une compagnie tout seul. Clairement, quand j'ai commencé, je me sentais pas tout compétent pour faire ça. Là, même avoir fait le plus de recherches possible, le plus de lecture, etc. Dans le fond, c'est que justement, t'approfondis tout le temps un sujet plus loin. Fait que tu te rends compte que, hey, à chaque fois que tu lis quelque chose de nouveau, t'es comment ça se fait que je savais pas ça? Ben, je dois pas être si bon que ça, en fait, parce qu'il y a du monde qui le savent, puis pas moi. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que, tu sais, justement, tu te pars une compagnie, mais en même temps, tu as l'impression de pas être la personne qui devrait être là. Fait que Ouais. la question que j'ai le goût de te poser, c'est où l'équilibre ou c'est où à un moment donné qu'il y en a un qui prend le dessus sur l'autre? Tu sais que genre tu te dis, je me suis parti d'une compagnie, tu sais, je continue pis tout ça, même si j'ai pas l'impression d'être à la bonne place puis que c'est pas, je devrais pas être ici. Ou l'inverse, peut-être que dans d'autres cas, c'est pas ton cas là, mais je veux dire, tu sais, où il y a quelqu'un qui va se dire, écoute, j'ai pas ma place ici, j'arrête tout ce que j'ai commencé puis je m'en vais dans d'autres choses. Là. Mais dans ton cas, à toi, c'est où que ça c'est, qu'est-ce qui fait que ça, tu restes encore dans ce que tu fais aujourd'hui puis que t'as outrepassé ça? Ben, c'est parce que en fait, c'est qu'à la base, c'est que j'ai une tête de cochon, fait que je me dis, peu importe ce qui arrive, je vais aller au bout de ça. Puis, tu sais, comme je dis, pour l'instant, tout va bien, je me croise les doigts, je touche du bois, tant mieux, ça va bien, ma business va super bien. Mais tu sais, je me dis, si jamais un jour ça fonctionne plus, ben, tu sais, j'aurais été au bout, mettons. Tu sais, je vais pas avoir abandonné avant d'arriver au bout de la chose. Puis tu sais, tu te dis comment à un moment donné tu prends le dessus, honnêtement, tu le prends jamais, je pense. Là. Moi, tu sais, c'est un peu moins pire parce que là, tu sais, un moment donné, à force de faire les choses plus souvent, de revoir des scénarios qui se répètent, tu sais, de lire, tu sais, prendre de l'avance dans le fond, lire sur des sujets, approfondir plus des sujets, tu te calmes un peu. Tu sais, c'est sûr, comme j'avais dit dans un autre épisode, moi, quand je suis parti, je faisais tout. Tu sais, je disais j'étais une agence à moi tout seul, là, pratiquement, ce qui est impossible, tu sais, dans la réalité. Euh, j'avais des fois peut-être l'effet Dunning-Kruger sur certains sujets, tu sais. Tu sais, j'avais parlé la dernière fois mettons, du SEO, le référencement naturel. Je connais ça, mais pas assez pour dire, hey, je vais prendre un mandat, puis je vais, tu sais, je peux en parler, j'ai des notions, je connais ça, j'essaie d'approfondir un petit peu plus, mais tu sais, au départ, j'étais, ah, ben oui, pas de stress, je suis capable de faire ça, j'en ai déjà fait, puis non, non, non. Mais tu sais, je me rendais compte que ce que j'avais fait par le passé, ben, c'était déjà un peu dépassé, justement, puis c'était plus exactement ça, puis j'avais pas vraiment approfondi le sujet parce que c'était pas quelque chose qui m'intéressait nécessairement. Fait que je me suis dit, ah, tu sais, dans le fond, je vais scraper ça, j'en fais pas de SEO, je connais des gens qui en font. Si jamais j'ai quelqu'un qui me demande d'en faire, je vais savoir à qui le référer, mais je vais pas prendre sur moi de faire ça, parce que dans le fond, j'ai pas le goût qu'après ça, la personne, tu sais, j'ai ma réputation, j'ai pas le goût que la personne elle dise, ben, tu sais, dans le fond, t'es pas bon dans ça, tu sais. Ouais. C'est ça ma plus grosse crainte, justement, c'est que quelqu'un me dise, t'es pas bon dans ça. Fait que j'ai comme tout éliminé les choses que j'étais moins confiant, mettons, puis qui m'intéressaient moins, si tu veux, pour me focaliser sur des choses qui m'intéressent plus, puis sur lesquelles je pense que en approfondissant, ben, je deviens de plus en plus compétent, de plus en plus un expert. Mais tu sais, j'aime pas ça dire le mot expert, c'est comme trop galvaudé, je trouve. N'importe qui dit ça, je suis un expert, je suis un senior, tu sais, je suis rien de ça, je
je pense que je suis pas pire, je pense que mes résultats sont bons. La preuve, mes clients restent là. Fait que, tu sais, ça permet ça un peu d'atténuer un peu ce syndrome-là, mais comme je te dis, à chaque fois que je lis une nouveauté, je suis comme, ah, Colin, comment ça se fait que celle-là, je la savais pas, tu sais. Ouais. Mais la réalité, c'est que ça change tout le temps. Fait que c'est sûr que des fois, c'est assez dur de tout le temps rester à jour by the book, là. Mais tu sais, il y a tout le temps quelqu'un qui en sait plus que toi, quelqu'un qui en sait moins. L'important, c'est justement, c'est que tu continues à faire on en a parlé dans le dernier, selon les résolutions. L'important, c'est de continuer à faire de la formation continue, puis de te former dans ça pour être meilleur de jour en jour. Mais tu sais, c'était intéressant pareil parce que t'sais, malgré ça, tu vois ton désir de réussir, justement, puis de réussir en affaires, là, dans l'aventure, d'avoir ton entreprise, puis d'avoir tes clients, puis de te bâtir une réputation, est plus forte, en fait, que ce syndrome-là voyons, L'imposteur. Puis tu sais, mais en même temps, c'est le syndrome de l'imposteur qui te force puis qui te pousse à tout le temps devenir meilleur, puis à continuer justement, qui te drive avec ce désir-là de réussir en entreprise et tout. Fait qu'il y a quelque chose de sain puis de malsain, j'ai l'impression, là-dedans. Ben, le syndrome de l'imposteur, c'est pas une mauvaise chose en soi, tu sais, parce que c'est de tout le temps repousser ta limite, mettons, c'est de tout le temps investiguer plus, c'est de tout le temps vouloir en savoir plus sur un sujet parce que justement, t'as peur de passer pour un imposteur. T'as peur que les gens te démasquent puis disent « Hey, dans le fond, ce que tu dis, t'es pas si bon que ça. » Fait que tu veux tout le temps travailler plus fort, en mettre plus pour aller t'approfondir sur le sujet pour justement que les gens disent pas ça. Ouais. Mais la réalité, c'est que les gens, mettons, tu sais, en général, les gens avec qui je travaille, qui m'engagent, qui prennent mes services, ben, ils en connaissent moins que moi, parce que s'ils en connaissaient plus que moi, ils n'auraient pas besoin de moi. Tu sais, puis s'ils étaient tous déjà capables de faire, puis que c'était tout du monde en marketing, ben, tu sais, je veux dire, à moins que ça soit pour valider certaines notions. La réponse n'est pas pertinente dans ce cas-là, là, tu sais. Exactement, tu sais. Fait que dans le fond, un des des grosses propriétés, dans le fond, de ça, le syndrome de l'imposteur, c'est que tu investis une vraiment très grande énergie dans un travail, dans l'exécution d'un travail qui est beaucoup plus que ce qui devrait être investi normalement, mettons, pour être sûr que tu réussis bien, dans le fond, ta tâche. Fait que, tu sais, c'était ça au début, là, quand j'ai commencé. Puis même un moment donné, tu sais, à force de faire les choses, tu sais, je l'avais dit dans un autre épisode, là, quand j'ai commencé à mon compte, moi, une campagne de pub, j'avais jamais programmé ça. Fait que, tu sais, le fait de programmer la campagne, c'est facile, tu sais, tu vas te renseigner un peu sur les technicalités, comment, tu sais, quel type de campagne fait quoi, c'est quoi, mettons, une audience, ben, je savais c'était quoi une audience, mais je veux dire, tu sais, quel type d'audience tu peux cibler, comment importer une liste de courriels, tu sais, toutes des affaires techniques, mettons, que je savais qui se faisait, mais que j'avais jamais exécuté. Mais là, j'étais comme, tu sais, si je suis pas capable de le faire, les gens vont dire, ah, fait que, tu sais, je me suis renseigné, je me suis formé, j'ai checké, j'ai lu, j'ai fait des tutoriels, des formations, etc., pour un moment donné devenir bon à le faire. Puis après ça, je le faisais en moins de temps. Fait au début, quand ça me prenait moins de temps de le faire, je me disais, ah ben là, j'ai-tu fait comme faut, tu sais, je vais-tu me planter? Ça m'a pris moins de temps que la dernière fois. Tout le temps. La réalité, c'est parce que je devenais meilleur. Ouais. Incroyable. C'est quand même fou, pour vrai. C'est drainant, pour vrai, ça. Ouais, c'est aussi, en fait, c'est aussi drainant que l'inverse, le Dunning-Kruger, où la personne se remet jamais en question. Il y a aucune énergie déployée, là. Non, mais c'est ça. Dunning-Kruger sont bien, dans le fond. Puis il y en a plein. Puis, en fait, des fois, tu te dis, Colin, ils réussissent à. C'est sûrement éphémère. Sûrement qu'ils font de l'argent pendant un petit temps, jusqu'à temps qu'ils se fassent démasquer, si tu veux, pour vrai. Ouais. Puis après ça, mais. En tout cas. Non, écoute, tu sais, puis moi, je peux m'identifier beaucoup à ce que tu dis, là, tu sais, le syndrome de l'imposteur, je l'ai vécu très, 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 très longtemps. Tu sais, moi, pour la petite histoire, tu sais, j'ai étudié en sciences, là, j'ai étudié en sciences physiques. Avec maths? Non, mais même, tu sais, après ça, cégep, tout ça, la science, la physique, je suis allé beaucoup plus loin là-dedans. Okay. Puis à un moment donné, au fil de l'histoire, je me suis retrouvé à lancer une entreprise avec quelqu'un de ma famille, commerce de détail, dans le domaine dans lequel je travaille encore aujourd'hui, qui était dans tout les suppléments alimentaires, la nutrition, tout ça. Puis tu sais, j'avais zéro compétence là-dedans, zéro connaissance là-dedans. Je me lançais avec quand même quelqu'un qui avait le membre de ma famille avec qui j'ai démarré cette entreprise-là avait quand même des connaissances, avait étudié en gestion, en marketing, il en avait un peu plus que moi. Puis il y avait juste un désir de se lancer en affaires, là, tu sais. Puis dès le début, j'ai tout le temps eu l'impression que j'étais pas à ma place, là. Puis tu sais, que j'avais pas d'affaires, là.
tout simplement. J'avais un intérêt pour le domaine, il y avait quelque chose qui me parlait, puis il y avait quelque chose aussi dans notre famille, il y a d'autres personnes dans notre famille qui avaient été dans ce domaine-là, puis c'était naturel pour moi, ça faisait Mais avais-tu les compétences pour le faire pas ou dans le vraiment, fond, tu... pas à ce moment-là, mais c'est venu par C'est ça. après, au lancement de cette entreprise-là, j'ai commencé à prendre des mesures, des moyens à étudier, tout ça, pour être meilleur là-dedans, à améliorer mes connaissances au niveau de la nutrition, de l'alimentation, du corps humain, de la santé, tout ça, je me suis lancé là-dedans, puis ça a fait que je suis devenu meilleur, mais parallèlement à ça, notre entreprise, on s'est planté, on a été obligé de fermer, puis on a vécu, on n'a pas fait de faillite, mais on a fermé l'entreprise, puis c'est venu avec plein de responsabilités, tout ça. Mais je suis demeuré dans l'industrie. Moi, après ça, j'ai dit, je ferme mon entreprise, j'ai écrit à tous mes partenaires d'affaires, je leur ai dit que je voulais rester là-dedans parce que justement, en ayant été chercher plus de connaissances, en ayant été m'améliorer, parfaire mon expertise là-dedans, ça m'avait prouvé que je voulais rester là-dedans. C'est là-dedans que je voulais me définir puis m'émanciper comme personne au niveau professionnel, puis même au niveau personnel un peu aussi. Puis, écoute, l'appel a été entendu, j'ai commencé à travailler, j'ai fini par être directeur de compte, directeur des ventes, puis vraiment être dans le niveau des ventes. Mais ça a fait que, même en me retrouvant dans les ventes, quand j'ai commencé en 2010, j'avais encore le syndrome de l'imposteur. J'avais l'impression que j'avais pas d'affaires là. C'était pas moi qui devais être là. Puis rapidement, j'ai eu du succès. Puis rapidement, en même temps, je me disais, puis j'expliquais aux gens que c'était pas, ça avait pas rapport avec moi. J'ai vraiment fait ça textuellement, comme on lit dans la définition du syndrome de l'imposteur. Je rejetais le succès sur d'autres choses, sur des facteurs extérieurs qui avaient rien à voir avec moi. Puis ça a été long avant que je commence à accepter ça. Ben, tu sais, t'as parlé d'avoir lancé une entreprise puis que finalement ça n'a pas fonctionné. Il y en a beaucoup pour qui ça arrive puis qui se relancent après. En fait, faut pas voir ça comme, mettons, un échec. Oui, ça n'a pas fonctionné, mais c'est sûr que t'as appris des choses que si tu recommençais demain matin, tu ferais différemment. Ouais. C'est formateur en bout de ligne, là, ce que tu fais, puis c'est ça l'affaire, c'est qu'il faut pas avoir peur d'essayer des nouvelles choses, justement de peur que ça fonctionne pas puis qu'on se plante, parce que puis ça, sans vouloir faire de la psychanalyse puis rien, mais c'est sûr que quand on est jeune, le système scolaire, etc., tout ça met beaucoup l'emphase sur le succès puis la réussite puis une note de passage puis toutes ces choses-là. Fait que ça fait que t'as peur de l'échec parce que l'échec est vraiment pas valorisé, c'est sûr. Ouais. Tu peux pas valoriser l'échec comme tel, mais au lieu de le revirer en apprentissage, c'est comme si tu es en situation d'échec, c'est le diable. C'est exactement ce que j'allais dire. T'es pas obligé de diaboliser l'échec non plus, là. C'est ça, parce que c'est formateur. Si tu fais jamais d'erreur, comment tu veux apprendre de tes erreurs? Ça le dit, apprendre de tes erreurs. Ouais. Si tu fais tout le temps la même chose, je veux dire, oui, tu vas tout le temps avoir le même résultat, mais tu n'auras jamais d'innovation, si tu veux. Tu te rendras pas à un autre niveau. Ouais. Ah non, écoute, c'est d'essayer. C'est ça le message. Essaye des choses. Oui, essayer puis de se remettre en question parce que justement, à l'inverse de ce qu'on parlait tantôt, puis on l'a bien mentionné, Dunning-Kruger, c'est de pas se remettre en question. Puis d'ailleurs, on se parle, j'ai un exemple, je ramène ça, Dunning-Kruger, mais je vais revenir au syndrome de l'imposteur. Mais j'ai travaillé il y a à peu près 7-8 ans. J'ai eu à travailler avec un consultant qui avait été amené dans une entreprise avec laquelle je travaillais, parce que justement, là, j'étais avec un courtier, j'ai travaillé avec beaucoup d'entreprises dans les 10 dernières années, puis une des entreprises avait fait affaire avec un consultant. Et lui arrivait du domaine de l'informatique. OK? Puis il y avait eu du succès, ça avait bien été, son affaire avait relativement... C'est une histoire de succès, là, ce qui s'était passé avec lui, mais je te rappelle que nous, on est dans les suppléments alimentaires, on est dans l'alimentation, on est dans le bien-être, les gens qui s'entraînent, qui font attention à leur santé, qui améliorent leur alimentation, puis il y a cette personne-là qui arrive du domaine informatique. Donc, qui n'a aucune notion d'aliments naturels puis de choses là. Non, mais clairement, c'est un gestionnaire puis un vendeur aguerri, là.
sais, il est bon, puis il sait de quoi qu'il parle, puis son expérience est pertinente, puis il est intéressant. Mais ça n'a pas fonctionné parce qu'il jamais il se remettait en question. Puis il continuait d'appliquer à notre domaine ce qu'il avait appliqué au domaine de l'informatique systématiquement. C'est-à-dire que, tu sais, il se disait que si ça avait marché en informatique, ça marcherait aussi dans notre domaine. Puis je pense que tu peux pas faire ça non plus. Puis c'est un message aussi que je veux lancer. Tu sais, on peut être un directeur des ventes exceptionnel dans le domaine du yogourt. Là, je dis de quoi de même, c'est le premier mot qui m'est venu à l'esprit. Je sais pas pourquoi c'est ça, là. Mais dans le yogourt, dans le spiritueux, dans le vin, dans l'alimentation, dans le matériel médical, peu importe. Mais quand tu changes de domaine, il y a nécessairement une période d'adaptation puis de remise en question parce que faut à tout le moins, au minimum, que tu apprennes les rudiments de l'industrie ou de la catégorie de produits dans laquelle tu te lances. La compétition, les produits, comme tu dis. C'est ça, l'expression, il est tellement vendeur, il vendrait un frigidaire à un Esquimau, tu peux vendre de n'importe quoi à n'importe qui. Oui puis non. Là, dans le sens, aujourd'hui qu'avant. C'est moins vrai aujourd'hui que ça l'a déjà été. C'est ça, parce que l'information est disponible facilement, dans le fond. C'est facile de voir si tu te fais bullshiter. Tu as 2-3 recherches Google, mettons, avec des sources fiables, puis c'est dans la poche, là, tu démasques, mettons, la personne qui essaie de t'en passer une petite vite. Là. Fait que, puis tu peux pas dire n'importe quoi aussi. Fait que c'est pour ça, tu sais, il y en a des, comme je disais un peu plus tôt, l'autre qui donnait des formations, qu'elle mettait tout comme du cash, comme si c'était ça. Il y a des nuances, puis c'est pour ça, moi, que souvent, je me commets jamais à dire c'est ça la vérité, parce que si t'es pas sûr à 100%, puis que justement, la personne, elle décide qu'elle fait une recherche, puis que t'avais tort, ben là, t'as de l'air d'un tata, tu sais. Absolument. Fait que c'est ça. Non, c'était mon. Oh, c'est un très bon point. Écoute, puis avoir l'air d'un tata, je pense que ça cerne bien ou ça souligne bien le qualificatif qu'on peut donner à ces personnes-là. Là. Mais j'ai l'impression que, en tout cas, c'est comme mon analyse personnelle basée sur rien pantoute, là. Mais j'ai l'impression que ceux qui ont l'effet de Dunning-Kruger, peut-être qu'eux, ils ont trop été valorisés quand ils étaient jeunes, puis que peu importe ce qu'ils faisaient, ils se faisaient dire que c'est beau, puis toutes ces choses-là, fait qu'ils ça leur a comme monté à la tête, tu sais. Tu le disais tantôt, exemple, un directeur des ventes qui a eu, un bon vendeur qui a eu une promotion parce qu'il était bon. Un bon vendeur n'est pas nécessairement un bon directeur de vente. C'est pas à cause que tu vends beaucoup, puis que t'es bon pour parler, puis pour closer des deals, que t'es bon pour gérer une équipe, puis faire face à d'autres problèmes. Parce que les directeurs des ventes sont pas sur le terrain comme les vendeurs. Là. Non, puis ils deviennent gestionnaires de capital humain aussi. Là. Ils n'ont plus juste une personne à gérer, ils ont d'autres gens, ils ont une équipe à gérer. C'est complètement différent. Exact. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis, je pense que c'est... Ben oui, c'est sûr, ça vient, mettons, avec des avantages, probablement que le salaire. Puis, en fait, non, même pas. Des fois, j'étais dans des compagnies où est-ce que les représentants faisaient plus d'argent que les directeurs des ventes. Oui, avec toutes les bonnes. Quand tu as des commissions qui sont pas capées, là, moyen de faire quand même pas mal d'argent dans certaines industries. Absolument. Mais tu sais, c'est ça, c'est que t'as pas nécessairement oui, tu as le côté, parce que je pense que n'importe quel job où est-ce que tu es en relation avec d'autres humains, mettons, je pense que ça te prend une certaine notion de psychologie humaine de base, que ça soit en vente ou même, moi, mettons, en marketing, ben mettons plus le volet publicitaire du marketing, mettons, quand j'écris des textes publicitaires, il faut que tu réfléchisses à mon audience, mon persona, qu'est-ce qu'il veut, comment il veut m'entendre parler, qu'est-ce qu'il veut m'entendre dire, ben c'est le même concept, ça te prend des notions quand même un peu de psychologie là, de base. Fait que c'est parallèle aussi, mais justement, le gestionnaire, le directeur des ventes, doit avoir aussi de la notion de gestion d'émotions humaines. Là, j'en ai eu des très bons, là, des directeurs, là, combien de fois que, mettons, moi, j'étais dans les ventes, puis j'étais un émotif, mettons, si je closais le deal, je rentrais, puis c'était le party dans le bureau, mais si ça marchait pas, j'étais grognon ben raide, puis je rentrais dans le bureau de mon boss, puis j'étais pissed off, puis j'allais décompresser, là, faut qu'il soit capable de gérer ça, de m'endurer, chialer, que ça n'a pas fonctionné, puis tout, puis de me recrinquer pour, après ça, aller, closer d'autres deals, puis c'est pas tout le monde qui l'a, ce côté-là, Non, puis, j'ai réfléchi à
à ça rapidement, ce que tu dis. Puis ce que je trouve fascinant, c'est qu'en même temps, je sais pas ce que tu en penses, mais tu sais, autant il y a des excellents vendeurs qui se retrouvent directeurs des ventes puis qui n'ont aucune compétence justement en gestion puis qui en fait ne devraient pas se retrouver là. Mais en même temps, il y a des gestionnaires extraordinaires qui se sont retrouvés directeurs des ventes, directeurs du marketing, directeurs de peu importe les départements, mais qui n'avaient pas nécessairement les compétences exceptionnelles en vente justement ou en marketing. Oui. Mais parce qu'ils étaient des gestionnaires puis des leaders extraordinaires, tu sais, qui sont, tu sais, qu'on voit vraiment pas souvent, ben ça fonctionnait aussi. C'est là qu'on voit qu'il n'y a pas de recette parfaite. Puis que, tu sais, Dunning-Kruger ou le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment inhérent. Il y a plein de facteurs à prendre en considération pour ça. Ouais. Non, c'est vrai, je suis d'accord. C'est vrai qu'il y a justement, comme tu dis, du monde qui n'avait pas de compétences nécessairement en vente, mais qui font des super bons gestionnaires parce que c'est pas nécessairement les mêmes aptitudes que ça prend Ben non. pour ça. Fait que c'est pour ça aussi, des fois, dans les grosses compagnies, ils engagent, ils promouvoient quelqu'un à un poste supérieur parce qu'il a eu du succès dans son poste actuel, mais ça veut pas dire qu'il va en avoir dans son poste plus haut. Ça veut pas dire non plus qu'il va être heureux. Tu promouvois directeur des ventes, exemple, parce que tu es le kingpin vendeur dans ta compagnie. Peut-être que tu vas haïr ça, puis toi, ce qui te fait triper, c'est d'être assis en face du... Ben, c'est sûr qu'en ce moment, t'es pas souvent assis en face du client, là, mais tu sais, dans la vie normale, c'est d'aller serrer des mains, puis d'aller tu sais, closer des deals en personne, puis être sur le terrain. Tu seras pas heureux nécessairement comme directeur des ventes, là, si c'est ça ce que t'aimes. Non, effectivement. D'où aussi pour ça qu'il faut que tu fasses, on a parlé des résolutions la semaine passée, il faut que tu fasses quelque chose que t'aimes, aussi, parce que en faisant quelque chose que t'aimes plus, ben tu risques de justement plus vouloir approfondir sur le sujet de ce que tu fais, puis de devenir plus expert, si tu veux, passer par, oui, le syndrome de l'imposteur, mais à un moment donné, te rendre compte que, hey, j'en sais plus que ce que je pense. C'est ça, en fait, c'est qu'il faut prendre conscience qu'à un moment donné, quand tu sais, puis je parlais justement tantôt des groupes, moi, de marketing et tout, au début, tu sais, quand tu commences, puis tu regardes ces choses-là, il y a beaucoup de monde qui pose des choses que tu es comme, ah, tu sais, ça, je le sais pas, je vais aller chercher là-dessus. Puis là, OK, parfait, je connais maintenant de quoi cette personne-là parle. Quand quelqu'un repose une question, ben je sais de quoi qu'elle parle. Fait que ça, en approfondissant tout le temps les sujets, c'est qu'à un moment donné, tu te rends compte que quand quelqu'un pose des questions, ben en fait, la majorité des questions qui sont posées dans ces groupes-là, t'as une réponse. Ouais. Puis, puis ça veut pas dire que je réponds tout le temps, mais souvent, je vais lire après ça les réponses, puis il y en a des fois qui répondent ce que moi, j'aurais répondu aussi. Fait que je suis comme, ah, tu vois, ça, c'est un signe que, ben, je suis pas pire. Ouais. Fait que, ma réflexion, mon thinking était le bon. Ouais, c'est ça, par rapport à ça. Tout à fait. Mais c'est fou, pareil, quand tu te mets à réfléchir à ça. Le Dunning-Kruger, justement, il va un peu faire la vie dure aux autres, justement, parce que, il est imbu de lui-même, il pense qu'il est parfait, puis que ses réponses, ça constitue la vérité absolue. Mais à l'inverse, celui qui a le syndrome de l'imposteur va se faire violence à lui-même. Il va vraiment nuire à lui-même, c'est fou. T'en as un qui fait violence, ou en tout cas qui nuit aux autres, puis t'en as l'autre qui est complètement à l'inverse, qui se nuit à lui-même parce qu'il se fait du mauvais sang avec ça. Quand t'as le syndrome de l'imposteur, c'est que t'es complètement dans t'as de la misère à penser. Puis tu stresses, puis tu fais de l'anxiété, puis tu sais, c'est pas cool, là, dans le sens que c'est sûr qu'à un moment donné, il faut que tu lâches prise, puis il faut que soit tu fais de la méditation ou whatever, puis tu te remets les pieds sur terre, puis tu te dis, écoute, je chauffe pas des vies, là. Non. Tu sais, comme ben, c'est sûr qu'il y en a, tu sais, un chirurgien qui a le syndrome de l'imposteur, ben, tu sais, ça peut être, des fois, il veut tout le temps approfondir ces choses. Il sauve des vies pour vrai, mais tu sais, moi, dans le fond, je fais de la pub, puis ces choses-là, tu sais, je contribue au succès, mettons, financier des entreprises dans leur effort marketing, mais je sauve pas une vie, tu sais. Fait que c'est ça, faut que tu remettes en perspective, puis continuer à te former, je pense, pour toujours être à jour, puis justement diminuer cet effet-là. Là, parce que c'est vrai que c'est pas nécessairement évident tout le temps d'avoir ça constamment. Ah, exact. Puis tu disais ça tantôt, on se parlait des résolutions l'autre fois, c'est de vouloir d'être bien à sa place dans son domaine, tout ça, mais une autre des résolutions qu'on se disait, c'est de pas accepter le statu quo puis tout le temps chercher à s'améliorer.
Tantôt par la formation, tout ça, ça fait partie de ça. Avoir le syndrome de l'imposteur, ça amène aussi ce genre de besoin viscéral d'aller chercher de l'information puis de valider tout le temps que ce qu'on fait est correct. Puis ça passe par la formation aussi, là, tu sais. C'est pas tout le temps juste checker. Tu peux prendre de la formation pour devenir meilleur aussi, puis ça te permet de gagner en confiance puis de passer du niveau, tu sais, peut-être compétent, inconscient à compétent un peu plus conscient, là, à mesure que tu accumules les formations puis l'acquisition de connaissances, ben tu prends conscience de ces connaissances-là qui te rendent meilleur aussi, là. Ouais, non, c'est ça, exact, carrément. Tu sais, c'est 100% vrai ce que tu dis. Là. Puis comme on a dit depuis le début, c'est que c'est pas une mauvaise chose. Tu sais, en fait, c'est se remettre en question constamment, c'est une très bonne chose. Là. Ouais. Tu sais, c'est drainant, c'est essoufflant, mais ça veut juste dire que dans le fond, tu essaies tout le temps d'exceller puis de te rendre plus loin. Là. Tu sais, moi, je pense que c'est une bonne chose, là, en fait. Ouais. Puis tu sais, écoute, en toute transparence, puis je sais pas pour toi, mais je te partage quelque chose. Moi, le dernier syndrome de l'imposteur en date que je vis dans ma vie, c'est depuis une couple de semaines, puis c'est de faire le podcast qu'on fait ensemble. Ouais, Et, tu sais, on a jamais fait ça. non, Nous autres, un podcast. Là. Puis, Puis tu sais, on disait essayer des nouvelles choses. C'est vraiment une nouvelle chose qu'on essaye, tu sais. absolument. On espère que ça plaît et tout, mais tu sais, c'est ça. On s'est dit, on n'a pas d'objectif comme tel en arrière de ça, juste de parler de nos réalités d'affaires puis d'entreprise, puis peut-être que ça va accrocher une couple de personnes qui vont pouvoir s'identifier à ça, puis dire, hey, tu sais, ce qu'ils disent, c'est pas fou, puis on a le goût d'en savoir plus de la titre. Ouais. C'est vraiment ça qu'on s'est dit. C'est un projet, dans le fond, qu'on a mis en place, puis en fait, en confinement, on a rien que ça à faire, mettre des projets en place. Prends tes idées, puis c'est ça, notre idée, c'était juste d'offrir un genre de, je sais pas, un réconfort, un service, un semblant de 5 à 7 virtuels, comme on se disait, de discussion de bureau que les gens ont peut-être plus vraiment comme il y avait la chance d'avoir avant en allant au bar ou au café après le travail. Mais tu sais, si le monde qui nous écoute savait à quel point on a des questionnements, puis qu'à 5 secondes, 15 secondes, 45 secondes, 1 minute, 5 minutes de commencer les enregistrements, on se pose des questions, puis on n'est pas sûr de nos affaires. C'est incroyable. Ça nous permet aussi de boire des martinis le mardi. Ouais, c'est ça. Ça nous permet de boire des mardi, mais avec une bonne dose d'anxiété aussi. Fait qu'on on combat l'anxiété de pas être sûr de ce qu'on fait, puis tout ça, ben avec un martini pour se calmer, avec une petite gorgée de courage, puis c'est ça. Puis tu sais, ce qui est le fun, c'est que maintenant, avec les plateformes, tu sais, on peut enregistrer sans être à la même place. On est chacun sur notre ordi. On enregistre sur une plateforme, dans le fond, qui enregistre chacun notre piste audio. Après ça, on mixe ça, puis dans un autre logiciel, puis tu sais, on met ça en ligne, puis that's it, là, tu sais, c'est juste le processus de tout ça. Je pense est le fun. Puis là, ben c'est sûr que là, comme on avait dit 2021, on va s'arranger pour avoir des invités, mais ce qui est cool, c'est qu'ils n'auront pas besoin d'être sur place avec nous nécessairement. Ils vont pouvoir être à distance puis embarquer sur notre logiciel, puis that's it. Ouais. Ça va être cool. Ça va être super, super intéressant. Mais non, c'est ça. Gros syndrome de l'imposteur pour moi depuis une couple de semaines. Puis tu sais, mais en même temps aussi, je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre. Tu sais, je reviens au stade qu'on se parle depuis tantôt. Puis je pense que c'est une belle façon d'exprimer. Tu sais, Dunning-Kruger, le syndrome de l'imposteur, les stades. En ce moment, on est un peu dans. En tout cas, moi, je considère que je suis un peu dans le incompétent conscient. Tu sais, là, on commence à faire des podcasts. J'avais jamais. Attends, là, dis-moi, on n'est pas si pire pour vrai, je trouve. Tu sais, c'est sûr que c'est pas qualité radio, là, notre affaire, mais tu sais, on a réussi quand même à mixer une petite chansonnette au début, à mettre ça en ligne, tout, tu sais, pour vrai, c'est... Puis on a des... Oui, ça pourrait être mieux, là. On est conscient que ça pourrait être mieux, là. Ça, c'est sûr. Peut-être qu'éventuellement, ça va le devenir, là, quand on aura plus de... Mais tu sais, tu vois, là, déjà, on a acheté des noms de domaine, on va faire un site web, on va... Tu sais, on a des projets. On a clairement du monde qui nous écoute parce qu'on s'en fait parler. Fait que, tu sais, il y a ça aussi quand même d'encourageant, puis... donc... Parlant de monde qui nous écoute, si ton chum de chaise, il nous écoute, j'ai pas encore reçu ma chaise. J'ai bien hâte. Ouais, puis si les gens de Olive et Olive nous écoutent, j'ai toujours pas reçu de courriel par rapport à ce que j'ai dit tantôt, fait que j'attends ça aussi. Ouais, d'ailleurs, on va rappeler notre courriel, parce que la dernière fois, je m'étais trompé. Là. Si vous voulez nous écrire, le courriel, c'est entre deux en lettres, martini avec un S, a commercial, gmail.com. Donc, entre deux, martini, a commercial, gmail.com, tout en lettres. Puis,
Notre page Facebook est facile à trouver aussi, Entre deux martinis. On est sur Spotify, YouTube, SoundCloud, iTunes. Donc, vous pouvez vraiment choisir la plateforme préférée. Puis nous suivre là, sur la plateforme de votre choix. Puis dans le fond, à chaque fois qu'on va sortir un nouvel épisode, vous allez recevoir une notification. Éventuellement, quand on aura un site, ben là, tous les épisodes vont être hébergés sur le site. Et puis on va mettre du contenu. Je pense là-dessus, peut-être écrire des articles, whatever. C'est comme un projet ongoing. C'est un projet pilote, puis à date, on a du fun, fait qu'on va continuer. Ouais, puis comme toujours, tu sais, si vous avez des commentaires, toujours intéressant de pouvoir vous lire ou à un moment donné, j'ose espérer qu'on va pouvoir peut-être partager en se parlant dans le podcast de choses qui nous ont été écrites, qu'on va pouvoir divulguer, ça aussi. Là. Ouais, c'est ça, c'est le fun. Écrivez-nous. Ouais. Écrivez-nous, qu'est-ce que vous attendez? Ouais, des Dunning-Kruger que vous avez côtoyés ou des C'est sûr, toujours notre motto, c'est on nomme pas jamais personne, puis on nomme pas d'entreprise, puis rien. Absolument. S'il y en a qui nous écoutent, qui se reconnaissent, mais au moins, il y a juste ceux qui reconnaissent. Fait à part les entreprises de gin, ça c'est important de les mentionner, par exemple. Ouais, les entreprises de gin, eux, on peut les nommer. On les nomme, parce que c'est important. On les nomme. Grâce à eux, on se fait des martinis. C'est ça. C'est important exact. pour ça. Fait que non, si vous avez des commentaires, comme je dis, sans nommer personne ou sans... toujours en étant respectueux et tout, faites-nous en part, il y a pas de, ça va nous faire plaisir, puis si on peut en parler, faire un suivi là-dessus dans les prochains épisodes, ça va nous faire plaisir aussi. On veut de l'interaction. Absolument. Yes! Good. Fait que, Colin, encore un autre bon sujet aujourd'hui, Dunning-Kruger, puis le syndrome de l'imposteur. Je voulais en parler, beaucoup de monde qui en parle, mais je pense qu'on voulait ajouter notre touche, nous aussi, là-dessus, puis s'il y en a qui se sont reconnus là-dedans... ben, vous n'êtes pas les seuls, je pense. Parlant de Dunning-Kruger, j'ai le goût de te lancer une idée de sujet pour la semaine prochaine. De gauche, j'ai une idée qui m'est venue. On pourrait parler des influenceurs la semaine prochaine. Ah, les influenceurs. Ouais. Sujet sensible. Sujet sensible, mais écoute... Tu connais mon opinion là-dessus, et puis j'aime pas trop ça en parler. Non, mais en fait, on pourrait... Ce que j'aimerais, puis c'est pour ça que je disais Dunning-Kruger, puis je trouvais ça bien drôle, là. En tout cas, pas grave. Mais, tu sais, on pourrait parler des influenceurs et des ambassadeurs de marque aussi. Ça pourrait être intéressant de parler de ça. Je lance ça comme ça, on verra qu'est-ce qui ressort pour les sujets la semaine prochaine. Parfait. Good! Fait que sur ça, encore une fois, n'oubliez pas de nous suivre sur la plateforme de votre choix. Puis on va vous souhaiter un bon début d'année 2021. Espérons que ça soit un peu mieux que l'année dernière. Puis on va être au rendez-vous, nous, à chaque mardi. Les épisodes vont sortir probablement... habituellement, ils sont en ligne le mercredi. Donc on enregistre le mardi, les épisodes sont en ligne le mercredi. Puis vous pouvez l'écouter le jeudi avec votre breuvage préféré. Ça, c'est vraiment... Absolument, vous faire un petit 5 à 7. C'est la meilleure façon de nous écouter. Exact. Fait que, Tristan, sur ce, bonne soirée. Merci à tout le monde d'avoir été là.